tout de suite. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va. Ça va bien? Oui. Oui. Parfait. Donc, pourrez-vous vous présenter, vous introduire votre nom, s'il vous plaît? Je m'appelle Minacha, j'ai 55 ans. Je suis marié, j'habite à Montréal et j'ai deux enfants. Une fille de 18 ans et un garçon de 16 ans. Voilà. Où étiez-vous né? Pouvez-vous dire? Moi, je suis né à Siem Reap et on a vécu à Phnom Penh avant que les Khmers rouges sont venus, ont gagné la guerre et sont venus au pouvoir. Ensuite, en 1975, on a été chassé de Phnom Penh et on est arrivé dans une province qu'on ne connaît pas qui s'appelle Kampong Thom. Et on a vécu à Kampong Thom dans le village de Sanko pendant les 4 ans où les Khmers rouges ont gouverné le pays. On va parler, on va juste retourner en arrière un peu. Donc, parlez-nous de votre enfance, vos expériences avant que la guerre commence. On va juste reculer un peu loin. Mon enfance, autant que je me souvienne, c'était une belle enfance. Rien de particulier. On habitait à Phnom Penh et j'ai deux frères. Je suis l'aîné. J'ai un deuxième frère qui a 3 ans de moins que moi et le dernier, il a 11 ans de moins que moi. Voilà, donc on vivait bien. Mon père était médecin et ma mère est professeure d'histoire-géographie à Phnom Penh aussi. Donc on vivait bien. C'est autant que je m'en souvienne, c'est ça. Quelle sorte d'études que vous faites, que vous faisiez dans le temps? Oh, à l'époque, j'étais jeune. Donc, enfin, j'étais jeune, c'était évident. Euh, euh, avant que le Khmer Rouge arrivait, j'étais au lycée. Ouais, j'étais au lycée à Phnom Penh. Donc, c'est ça. Ouais. Vous vous rappelez de quel lycée? Le lycée, c'est Endra TV. C'est pas loin de chez nous, parce qu'on habitait à Tulkok, dans le district de Tulkok. Donc, on pouvait marcher de chez nous jusqu'au lycée. C'était à peu près 300 mètres. Donc, ma mère était professeure dans ce lycée-là. Donc, voilà. Donc, en grandissant, pourriez-vous nous décrire comment c'était? Est-ce que vous vous rappelez qu'est-ce que ça arrivait quand la guerre commençait? Quand la guerre a commencé, j'ai pas beaucoup de souvenirs de cette époque-là. Ce dont je me souviens, c'est plutôt une période heureuse, sans trop d'histoire. Et même pendant la guerre, entre 70 et 75, sous le régime de Lon Nol, je ne me souviens pas d'événements tragiques. Donc, on était un peu comme protégés, un peu loin de tout ça. C'est peut-être aussi l'âge parce que j'étais très jeune, donc je me souciais peut-être pas de la guerre qui se faisait autour de nous. C'est plutôt après que les Khmers rouges sont arrivés qu'on a subi justement toutes les atrocités, toutes les souffrances. Mais avant, pendant la guerre même, entre le régime de Lon Nol et les Khmers rouges, je
personnellement, étant donné que j'étais encore pas mal jeune, donc j'ai pas de souvenirs tragiques qui m'ont marqué. Ouais. Donc, quand la guerre il commence à s'intégrer dans le pays, pouvez-vous juste vous décrire comment ça s'intègre, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous rappelez un peu, juste plus me spécifier un petit peu. Pendant la guerre même, en fait, de ce dont je me souviens, c'est que il y a comme au Cambodge, de ma perception à moi, il y a comme deux périodes. La guerre entre le régime de Lon Nol et les Khmers rouges entre 1970 et 1975. Et l'après, ça veut dire que l'arrivée des Khmers rouges entre 1975 et 1979. Et ces deux périodes, d'après moi, qui sont distinctes. À savoir qu'il y a la guerre et il y a l'après-guerre. Mais moi, personnellement, ce qui m'a le plus marqué, c'est l'après-guerre. Parce que pendant la guerre, les gens ont souffert, mais nous, les gens de la capitale, on n'a pas beaucoup souffert. Parce que la guerre se faisait tout autour de la capitale. Donc, nous, on était comme protégés. Et c'est peut-être la raison pour laquelle les Khmers rouges nous détestaient autant. C'est qu'ils nous voyaient comme les gens qui sont protégés, des impérialistes qui sont par-dessus tout. Et une fois qu'ils ont gagné la guerre, c'est là qu'ils commencent vraiment à nous persécuter, à essayer de nous éliminer parce qu'ils nous détestaient tellement. C'est ça. Donc, pour répondre à ta question, c'est que autant pendant la période de la guerre 70-75, je n'ai pas souffert, autant la deuxième période, qui est après l'arrivée des Khmers rouges, c'est là où notre famille et certainement la plupart des Cambodgiens ont le plus souffert. Oui. Où étiez-vous pendant ce temps-là? Dans quelle ville? Pendant quelle période? Quand la guerre commençait. Quand la guerre commençait, on habitait la capitale. On habitait Phnom Penh. Donc, durant Phnom Penh, j'assume que vos parents et toute la famille devraient s'évader de la ville. Donc, non, on était déjà là. Vous étiez déjà oui, là? Parce que Phnom Penh n'était pas envahi. Donc, on n'était pas, comment dire, on n'avait pas à subir vraiment la guerre. Parce qu'on était dans la capitale était contrôlée par le régime en place, qui est le régime de Lon Nol. Donc, la guerre se faisait tout autour de nous, mais nous, on n'a pas beaucoup souffert. Ouais. Ouais. Mais il faut dire aussi que j'étais petit. Donc, je n'avais pas la perception des grandes personnes. Donc, j'allais à l'école, j'ai vécu mes... c'est comme les jeunes d'ici, hein, donc on essaie de s'amuser autant que possible. Donc, c'est certainement ça, c'est que de cette période-là, j'ai gardé un bon souvenir. Oui, oui. Donc, pourriez-vous juste aussi me dire qu'est-ce qui est arrivé, ce que vous rappelez après? Oui, c'est à la fin, en 1975, le régime de Lon Nol a perdu la guerre contre les communistes, les Khmers rouges. Donc les Khmers rouges
ont gagné la guerre, donc ils sont arrivés à Phnom Penh et commencent à chasser tous les habitants de Phnom Penh. Voilà. Donc tous ceux qui habitaient la capitale ont dû partir. Donc on le chassait vraiment de chez nous. Donc du jour au lendemain, on n'avait plus rien, on devait partir à la campagne. D'accord. Donc on nous dit de rentrer de rentrer dans les villages où on était né. Donc mes parents sont d'origine de Siem Reap. Siem Reap, c'est une province au nord-ouest du Cambodge. Donc on a pris la route pour retourner dans les villages où ils étaient nés. On n'a pas pu. Notre famille a quitté la capitale, comme des milliers et milliers d'autres familles. Et on n'a pas pu arriver. Et on était arrêté au milieu de la route, dans la province de Kampong Thom, et dans un village qui s'appelle Sanko. Et c'est là où on nous gardait là, et puis on nous dit de rester avec les villageois pour refaire notre vie. Et c'est dans ce village-là qu'on a vécu de 1975 à 1979. Donc, en étant un jeune garçon, est-ce que les Khmer rouges vous faites travailler? Oui. Oui, sous les régimes des Khmer rouges, la famille est divisée. Donc, les femmes, les maris sont séparés des femmes, et les enfants aussi, quand ils ont l'âge de travailler, à savoir à partir de 10 ans, ils sont groupés dans ce qu'on appelle les groupes de travail, d'accord? Donc suivant l'âge. Par exemple, moi, j'avais entre 10 et 15 ans. Donc j'étais dans les groupes de jeunes garçons qui devaient travailler, qui devaient bâtir des barrages. Voilà. Ma mère était dans un groupe de paysannes qui devaient cultiver les riz. Mon père était dans un autre groupe qui devait couper le bois. Donc on était séparés, regroupés dans des groupes comme ça. On pouvait plus vivre ensemble. Donc chacun dans son groupe. Puis, et mon petit frère, lui, il était dans un autre groupe en dessous de 10 ans, entre 7 et 10 ans. Eux, ils s'occupaient de garder des vaches. Oui, on était séparés comme ça. Quand vous étiez séparés, est-ce que c'est vraiment séparé de l'un de l'autre? Oui. Donc, en fin de la soirée, vous étiez jamais réunis à la fin? De temps en temps. De temps en temps, quand on nous permettait de retourner chez nous. Mais la plupart du temps, on était séparés. Oui. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez dire par de temps en temps? Est-ce que c'est occasionnellement comme... Pendant les fêtes, pendant les relâches et tout ça, oui. Parce que les Khmer rouges nous permettaient quand même de nous retrouver pendant les jours de fête. Le grand gouvernement des Khmer rouges, c'est Angkar. Donc Angkar décidait de tout. Et quand Angkar disait que c'est une fête nationale, donc on peut se retrouver quand même. Oui. Mais on vivait surtout... c'est pas les travaux qui étaient les plus difficiles. On pouvait en supporter, mais c'était plutôt la peur. Tout le temps la peur, parce que c'était la période où les Khmer rouges, les communistes, essayaient
il voulait purger, il voulait épurer la société, rendre il voulait bâtir une société qui est pure, qui est purement, je dirais, juste, égalitaire. Donc, ce qu'ils essayaient de faire, c'est d'éliminer les gens qu'ils considéraient comme les ennemis du peuple. Donc, ce sont premièrement les militaires de l'ancien régime de Lon Nol. Ensuite, tous ceux qui considèrent encore comme des ennemis, même les professeurs, les médecins, etc. Donc, et quand on vient de la capitale, donc on nous considérait comme des nouveaux peuples. Il y a vraiment une distinction. C'est plus que du racisme, c'est vraiment de la ségrégation ethnique. Il y a de l'ancien peuple qui était la population cambodgienne qui vivait déjà sous les Khmers rouges. Et il y a le nouveau peuple, les mêmes Cambodgiens, mais qui vivaient à la capitale, dont on était considéré comme le nouveau peuple. Donc, nous, on est sacrifiables, c'est un peu ça. C'est que le slogan des Khmers rouges, c'est que si on nous gardait, ça ne servait pas à grand-chose. Et s'il s'est débarrassé de nous, ben, c'était tant mieux. Donc, c'est à peu près ça. Donc, on nous considérait comme un peu de la population à épurer. Donc, mais pendant ce temps-là, vous étiez jeune, donc j'assume que dans le temps, pour vous, ça n'était pas vraiment touché là-dessus. Ça a touché dans le sens où on travaillait dur et étant jeune, on était séparés des parents. Est-ce que vous étiez jugé aussi par les Khmers rouges? Jugé, oui, c'est que c'était quand même un régime où on est coupable. On est coupable d'office si on commettait la moindre chose. Et nous, pour les jeunes, le plus difficile, c'est le travail, mais c'est aussi la faim. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui, quand ils ont faim, ben, ils essaient pas de voler vraiment, mais de cueillir des fruits ou des légumes qui sont interdits. Donc, il suffit juste qu'ils se font attraper pour qu'ils se fassent tuer. Donc, heureusement que nous, on n'a pas fait ça parce que nos parents nous interdisaient de faire parce qu'ils savaient que la peine, c'est vraiment c'est qu'on nous tue, donc fallait éviter de faire ça. Je crois que le plus difficile, c'était pour les parents, parce que, étant donné qu'on faisait partie du nouveau peuple, donc on ne savait pas quand on allait nous éliminer. Voilà. À savoir que mon père est médecin, donc il a dit aux responsables du village qu'il était médecin, et ma mère aussi. Donc, ils savaient. On n'a pas caché nos identités. Voilà. Donc, on savait que plus tôt ou tard, la famille allait être éliminée, mais quand, on ne savait pas. Donc, on travaillait, on était séparés. À chaque fois qu'on se retrouvait, mes parents n'arrêtaient pas de nous dire que, bon, fallait s'attendre à ça, mais il fallait continuer à travailler dur, justement, pour rester aligné, pour rester dans la norme, pour ne pas attirer l'attention. Voilà.
C'est ce que j'ai retenu de cette époque-là. C'est vraiment le travail très dur, la faim et la peur tout le temps, tout le temps. Étant donné que vous étiez jeune dans le temps, quel était le moment le plus difficile que vous expérimentez? Le plus difficile, c'est vraiment quand on était séparés des parents, parce que c'était la première fois parce qu'avant, justement, on vivait ensemble à la capitale, donc on vivait bien. Là, tout d'un coup, on nous chassait de notre maison, on a tout perdu. On était dans un village qu'on ne connaît pas et ensuite on devait travailler. Donc travailler, on pouvait s'adapter à ça, mais en plus de ça, on n'avait pas beaucoup de... On ne nous donnait pas à manger assez, donc on avait tout le temps faim. Et il y a aussi la maladie, donc des fois on tombait malade. Et à l'époque, il n'y avait pas de médicaments vraiment, donc c'était difficile, c'est ça. Ouais. Étiez-vous souvent malade? Moi, j'étais assez fragile, ouais. À cette période-là, je me souviens que j'ai souvent des maux de ventre, ouais, ouais. J'ai souvent des diarrhées parce que l'eau n'était pas bouillie, etc. Donc, j'étais très souvent malade, oui. Ouais. Mais heureusement, j'étais resté en vie. Ouais, ouais. Il y avait beaucoup de jeunes de mon âge qui étaient morts à cause des diarrhées, justement. Oui. Est-ce que vous vous rappelez combien de personnes dans votre groupe, combien de jeunes que vous travaillez ensemble? Moi, j'étais dans le groupe qui devait construire des barrages. Des barrages, c'est pas des barrages de ciment comme qu'on voit ici. À l'époque, c'était vraiment des barrages de terre. Donc, on avait des palanques avec des deux côtés des sacs et on devait porter la terre dans... Il y a une partie de personnes qui piochaient la terre, qui mettent la terre dans la palanque, et puis d'autres personnes qui devaient justement ramener la terre de l'endroit vers le barrage. Donc c'était très pénible. Et puis on était dans des brigades d'une cinquantaine de personnes. Ouais. Ouais, ouais. De quel âge entre quel âge à quel âge? Entre 10 et 15 ans. Oui. Ouais. Donc je faisais partie de ce groupe-là. Ouais. Ça doit être très très difficile. J'imaginais pas que ça va être... Difficile, mais c'était pas le plus pénible. Comme je disais, le plus pénible, c'était vraiment la faim et la maladie, ouais, qui est le plus pénible. Les durs labeurs, on pouvait s'adapter en fait. Ouais. Vous avez le droit d'avoir combien de repas par jour? De repas, on a droit à 2 repas par jour. Ouais. Ouais. Mais ce n'était pas des repas très consistants, c'était des bougies de riz, donc on mangeait avec ça. Ouais. Donc vous n'avez pas de pause durant la journée? De temps en temps, oui. Ouais. C'est comme, on peut considérer ça comme des camps de travaux forcés. Ouais. Ouais. Donc rendu dans les années 79, quand les Vietnamiens entrent dans le pays, comment pouvez-vous nous décrire à ce moment-là? Oui, en 79, en fait, bien un petit peu avant, les Khmers rouges ont déclaré la guerre au Vietnam. Donc il y avait encore une deuxième guerre
cette fois-ci, ce n'était pas la guerre civile, mais vraiment entre le Cambodge et le Vietnam. Et malheureusement, les Khmers rouges ont perdu la guerre. Donc les Vietnamiens ont envahi le Cambodge en 1979 assez rapidement. Et pendant ce temps-là, on était déjà tout près d'être éliminés, à savoir que l'épuration de la race se faisait de plus en plus. Donc ils ont déjà éliminé les anciens militaires, les professeurs, les médecins, tout ça. Donc notre famille, on savait qu'on allait être éliminé bientôt parce qu'on était sur la liste, d'accord? Donc c'est juste une question de jours. Et heureusement, les Vietnamiens ont envahi le pays, les Khmers rouges qui dirigeaient le village, ils ont fui. Donc on était un peu laissés à nous-mêmes. Donc mon père, c'était aussi l'occasion pour que, étant donné qu'on n'était plus contrôlé par les Khmers rouges, on est rentré à la maison. Donc tout le monde se retrouvait. Donc c'est à ce moment-là que mon père a décidé qu'il fallait s'enfuir, qu'il fallait essayer de quitter le pays, justement, parce que c'est possible. À l'époque, même si les Khmers rouges se sont enfuis, on se dit que c'est possible qu'ils revenaient. Et même si les Vietnamiens peuvent rester, c'est quand même un pays communiste, c'est quand même un régime communiste aussi, d'accord? C'est deux régimes communistes, donc on se dit que même si les Khmers rouges ne pouvaient pas revenir au pouvoir, on allait quand même essayer de quitter le pays. C'est ce qu'on a essayé de faire. Donc c'est à ce moment-là qu'une fois que toute la famille se sont retrouvées, on a décidé de monter au nord pour rejoindre pour se rapprocher de la frontière avec la Thaïlande. Et puis on est arrivé à traverser la frontière, puis on est arrivé en Thaïlande, dans la province de Surin. Et là, il y avait déjà un camp de réfugiés à Surin. Donc comment dire, on nous a reçus et puis on nous a amenés dans le camp de réfugiés. Oui. Et on était restés là. Donc est-ce que quand vous quittez la capitale, est-ce que vous quittez tout ensemble avec la famille ou avez quitté quelqu'un d'autre même? Quand on a quitté notre village, justement, parce qu'on n'était plus, dans la capitale à ce moment-là, on était dans un village à Kampong Thom. Okay. Donc c'est ça, la famille s'est retrouvée et ensuite on a quitté ensemble. Oui. Oui. On était vraiment très chanceux parce que toute la famille était restée, était en vie. Ouais. J'ai perdu aucun frère et soeur. On est vraiment restés ensemble, intacts, ouais. Ouais. Pendant toute la période des Khmers rouges. Ouais. On était l'une des familles l'une des rares familles chanceuses parce que c'est seulement après, une fois qu'on a rencontré d'autres familles, d'autres amis, qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de gens de notre famille, des amis de mes parents qui ont perdu beaucoup de membres de la famille. Sinon, c'est seulement toute la famille qui était éliminée. Parce que dans certaines régions, quand ils veulent éliminer une famille, c'est vraiment toute la famille. Pas seulement le père. Si le père est un militaire, par exemple, ce n'est pas seulement le père qui est éliminé, mais c'est toute la famille, même le bébé. Donc, c'est seulement après qu'on se rendait compte de notre chance et puis à quel point la population cambodgienne a été vraiment massacrée par les Khmers rouges. Donc,
de votre village où vous étiez réunis jusqu'au camp réfugié? Combien de temps que vous avez, ça va prendre combien de temps de pour faire votre trajet? Ça nous a pris, autant que je m'en souvienne, à peu près 2-3 mois. Oui, oui. On l'a fait petit à petit. Oui. Oui. Et quand vous étiez rendu au camp de réfugiés, pouvez-vous nous décrire comment c'était? Oui. Quand on a franchi la frontière, donc il y avait déjà l'armée thaïlandaise qui nous attendait. Parce que c'était vraiment un lieu de passage où il n'y avait pas que nous. Hein. Il y avait beaucoup de gens qui fuyaient le pays. Là. Donc les militaires savaient où on allait franchir la frontière. Donc ils nous attendaient. Et puis ils nous ont amenés dans la voiture, et puis ils nous ont amenés dans le camp de réfugiés. Et puis du coup, on a retrouvé plein de réfugiés comme nous qui avaient fui le pays. Ouais. Ouais. Donc c'était déjà un camp pas mal bien organisé. Donc on nous donnait de la nourriture, on nous donnait des vêtements, etc. Parce qu'il faut dire qu'on avait déjà tout perdu. On a perdu une fois en quittant la capitale et on a perdu la deuxième fois parce que quand on a quitté notre village sous les Khmers rouges, on n'a pas pu rien apporter non plus. Donc c'est ça. Donc vous n'avez pas gardé même pas un seul bien sur vous? Non, non, rien du tout. Rien du tout. Juste notre vie. On s'estimait chanceux déjà d'être en vie. D'ailleurs, j'ai une photo justement que vous allez recevoir qui justement montre notre groupe quand on était arrivé dans le camp de réfugiés en Thaïlande. Ouais. C'était le seul souvenir que vous avez eu depuis oui. ce temps? Seul souvenir, ben, en fait, c'est un seul souvenir bien agréable parce que je me souviens que toute la famille, tout le groupe était content parce que on était arrivé en Thaïlande, on se sentait libre, on sentait que notre vie n'est plus menacée, donc c'est ça. Ouais. Ouais. Étant jeune adolescent. Moi, à l'époque, j'avais 15 ans. Ouais. Oui. Ouais. Donc, à 15 ans, vous avez, comme comparé aux avant, vous rappelez comme vous avez plus de mémoire, vous rappelez plus de choses. Donc, quelle est votre première impression, juste pour vous, de votre, pour vous personnellement? C'était quoi votre première impression quand vous êtes rendu sur la terre thaïlandaise? C'est une terre étrangère, mais je me sentais libre. À l'époque, c'était pas forcément des sentiments personnels, mais c'était plutôt des sentiments de groupe, parce qu'on était un groupe de réfugiés, une vingtaine de personnes. Donc, je me souviens surtout des sentiments d'allégresse des personnes âgées, des parents, tout ça, qui étaient vraiment très contents. Très contents parce que ils savaient qu'ils allaient pouvoir vivre libres de nouveau. Ouais. Pouvez-vous nous décrire comment ça a l'air, le camp de réfugiés? Le camp de réfugiés sur Rennes, c'était beaucoup de réfugiés déjà étaient arrivés avant nous. Donc on avait chacun des lotissements où on pouvait dormir, vivre temporairement en attendant d'être transféré dans un autre camp ou en attendant de partir. Parce que le but de ces camps de réfugiés-là, ce n'était pas de nous garder indéfiniment, mais c'est plutôt un lieu de passage. Donc, aussitôt, on était groupés et puis on devait passer des entretiens.
justement pour pouvoir être accueillis par des pays hostes. Donc, mon père, étant donné qu'il est médecin, il a quelques amis, il a quelques contacts. Donc, il essaie de contacter ses amis. Et on était chanceux parce que ses amis ont répondu à l'appel. Donc, ils ont fait des démarches justement pour qu'on puisse quitter le camp de réfugiés le plus rapidement possible. Donc, nous, on a été choisis par la France qui pouvait nous accueillir. Donc, on était resté ensuite, on est resté à peu près 2 mois à Suresnes, camp de réfugiés de Suresnes, en attendant d'avoir des réponses. Ensuite, on a pu partir vers un autre camp à Bangkok, qui s'appelle c'est un camp de transit en fait, le temps de pouvoir partir. Donc on était resté dans un camp à Bangkok à peu près 1 mois. Et puis au mois vers mi-octobre en 79, on a pu quitter la Thaïlande pour la France. Ouais. Ouais. Et ensuite, qu'est-ce qui est arrivé quand vous êtes rendu en France? Quand on est rendu en France, on était aussi accueillis dans c'est comme le Canada. Il y a on appelle ça les foyers, donc les foyers de réfugiés. On était accueillis dans un foyer de réfugiés. On nous donnait à manger, on a donné du logement. Ensuite, on était répartis dans d'autres foyers. Donc, chacun essayait de trouver du travail, sinon trouver des foyers d'accueil, etc. Ouais. C'était quoi votre sentiment quand vous êtes rendu en France? Pour moi, c'était vraiment merveilleux. Ouais. Donc, j'imagine qu'au Canada, ça aurait été pareil, je veux dire. Pour moi, c'est de pouvoir étudier de nouveau. Parce que sous les Khmers rouges, on n'avait pas, pendant 5 ans, pendant 4 ans, on n'avait pas d'école. On était tout le temps dans des camps de travaux forcés, donc on n'avait pas d'école. Donc moi j'étais très, très content de pouvoir aller à l'école de nouveau. C'était la première fois que vous faites la scolarité en français oui, là-bas. Oui. Est-ce que c'était là que vous avez appris la langue française? J'ai un peu appris quand j'étais à Phnom Penh, mais c'était vraiment... parce que le Cambodge était quand même un pays sous la colonie française. Donc il y avait pas mal d'écoles françaises là-bas. À l'époque, on apprenait un peu de français au lycée. Donc j'ai appris un peu, mais comme ça. J'ai appris à lire, mais c'est en France que vraiment j'ai appris à lire et à écrire. Ouais. Ouais. Pouvez-vous nous parler de votre vie en France? Oui, mon père étant médecin, il a pu trouver du travail à l'hôpital. Donc on n'avait pas de logement, mais on n'avait pas de maison, mais on nous a donné un logement au sein même de l'hôpital. Donc notre famille, mon père travaillait à l'hôpital et on nous donnait du logement à l'intérieur de l'hôpital. Donc on a vécu pendant à peu près 5-6 ans comme ça. Ouais. Et moi et mes frères, on a repris des études. Donc c'est ça. Étiez-vous été parrainé par quelqu'un, par une famille? On n'était pas parrainé. Parce que, étant donné que mon père a su trouver du travail assez rapidement, on avait des contacts, mais on n'était pas parrainé. Donc, on vivait comme ça.
on vivait comme ça de notre moyen. Oui. Vous étiez pas mal indépendant comme Oui, famille. oui, oui. On vivait comme ça. On vivait, on vivait comme on pouvait. Étant donné qu'on a tout perdu, mais mon père a quand même du travail, donc moi j'ai fait les écoles comme mes frères, donc on a repris à peu près une vie normale, ouais. Pauvre, mais à peu près normale. Ça me permet justement de refaire notre vie tout doucement comme ça. Ouais. Et votre mère? Ma mère, elle essayait de se réorienter. Elle était professeure d'histoire géo au Cambodge, donc en France, elle ne pouvait pas trouver de travail, donc elle essayait de refaire ses études. Donc elle a fait ses études en infirmière. Donc 4 ans après être arrivée, elle a eu son diplôme et puis elle a commencé à travailler en tant qu'infirmière. Ouais. C'était quoi le moment difficile quand vous êtes intégré en France pour la première fois, durant votre première année? En France, pour moi, le plus difficile, c'est vraiment d'apprendre, d'attraper le niveau en français, en tout. Voilà. Donc, comme j'ai perdu à peu près 4 ans de scolarité, donc dans la ville où où on habitait, il n'y a pas d'école de rattrapage. Donc, j'étais dans une classe comme tout le monde à mon âge. Donc, il a fallu 2-3 ans pour que je puisse rattraper. Ouais. Donc, j'ai dû travailler pas mal dur, ouais, pour pouvoir rattraper. Surtout dans une langue que je ne maîtrisais pas. Voilà. Donc, oui, c'était des années difficiles, mais comme on connaissait déjà beaucoup plus difficile avant, donc tout est relatif. Donc, c'était difficile, mais on n'avait pas de choix parce qu'on a tout perdu. Donc, pour moi, la scolarité était très importante. Ouais. Donc, on n'avait pas autre chose. Il faut dire qu'à l'époque, on n'avait pas non plus d'autres distractions. Donc, il n'y a pas d'iPad, il n'y a rien. Donc, il y a juste les livres. Ouais. Donc, après votre scolarité, vous continuez encore vos études encore plus loin, ouais, et trouver encore du travail. Ouais. Moi, j'ai fait mes études, donc on était arrivé en 79, en 84, j'ai fini ma secondaire, et en 84, et en 91, j'ai fini mes années universitaires. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que vous avez étudié dans ce temps-là? Bon, j'ai eu mon diplôme en France. À la fin du secondaire, il y a un diplôme qui s'appelle le baccalauréat, mais qui n'a rien à voir avec le baccalauréat ici. Le baccalauréat là-bas, c'est juste la fin du secondaire. Ensuite, j'ai fait des études universitaires. J'ai intégré une école d'ingénieur et en 91, j'ai eu mon diplôme d'ingénieur en informatique. Ouais. Et j'ai travaillé. Donc, ensuite, j'ai travaillé. J'ai travaillé 3 ans en France et ensuite, j'ai l'opportunité de venir travailler ici à Montréal. Donc, depuis, je suis resté là. Ouais. Donc, quand vous arrivez ici au Canada, donc, dans le fond, c'est par le travail, l'opportunité, la chance de vous réinstaller.
Oui, nouveau. ouais, c'est ça. Et surtout, j'aime bien le Canada, donc c'est ça. Donc, quand je suis arrivé, ça m'a beaucoup plu. Ça m'a beaucoup plu, donc j'ai décidé de rester vraiment. Donc, même si je ne suis pas... moi, je me considère comme quand même que quelque part, je suis quand même réfugié au Canada parce que j'ai choisi le Canada, finalement. Ouais. C'est quoi la différence entre la vie de vivre au Canada versus la France? C'est le fait que... c'est le fait qu'on se sent bien et qu'on n'est pas différent des autres. C'est que, en fait, en France, il y a quand même les Français et les autres ethnies. Mais au Canada, je ne me sentais pas comme autre. Je me sens comme tout le monde. Ouais. Donc, c'est ça. Il y a beaucoup d'Asiatiques, donc à Toronto, par exemple, il y a déjà beaucoup d'Asiatiques. Il n'y a pas de différence entre les Asiatiques et les Blancs. Donc, c'est ça. À Montréal, c'est pareil. Je ne me suis jamais senti étranger. Donc, vous vous sentez plus à l'aise d'être faire partie Ouais. du groupe Ouais. multiethnique. Ouais. Ouais. Donc, qu'est-ce qui a pu contribuer à votre sentiment d'appartenance? C'est le fait aussi de ne pas être vu autrement. C'est que ici, je me sens comme tout le monde. Oui, je me sens comme tout le monde. Ni plus ni moins, mais je me sens bien. Et puis, j'étais toujours bien accueilli par les Canadiens, par les Québécois. Donc, à Montréal, je me sens bien. Ouais, ouais. Donc, l'appartenance, c'est ça. Et puis, il y a aussi la charte canadienne qui respecte beaucoup la croyance, le multiculturalisme, etc. Donc, moi, j'aime ça. Ouais. Ce respect-là de la différence. Ouais. Partagez-vous vos expériences, vos histoires à vos enfants? Ma femme essayait d'en parler. Moi, j'en parle assez rarement. Mais il faut dire que ce sont des Canadiens, donc eux, ils n'ont pas de problème. Leur sentiment, c'est qu'ils sont déjà québécois, ils sont canadiens. Donc, pour eux, le sentiment de différent ne se pose même pas. Donc, mais il faut dire que, comme tous les jeunes, parler de notre passé, ils comprennent, mais ils ne ressentent pas. Ça veut dire qu'en fait, ils savent qu'on a vécu, moi, son père, sa mère, ses grands-parents, on a vécu des choses, des tragédies terribles. En parler avec eux, ils comprennent, mais ils ne ressentent pas ce qu'on ressent. Ils comprennent, mais ils ne peuvent pas ressentir comme on a ressenti. Est-ce que vos enfants se sont nés ici? Ou oui, oui. Oui, mais mes enfants sont nés ici, oui. Est-ce qu'ils apprennent aussi la langue, comme votre langue maternelle aussi? Ou oui, ils sont... la culture? En fait, de par notre environnement, ils sont quasiment trilingues d'office, oui. Ils parlent français, anglais et cambodgien. Oui. Ben, cambodgien, ils parlent un peu, ils comprennent, mais ils parlent assez maladroitement. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez partager aux jeunes Canadiennes ou à la nouvelle génération canadienne à propos
de vos expériences? Oui, c'est une question très importante en fait. C'est qu'on a beaucoup de choses à partager, mais on a du mal. Excusez-moi. Voulez-vous prendre une petite pause? Ça va. En fait, ce que j'aimerais laisser comme message, c'est qu'en fait, la guerre est dure. La guerre est une grande tragédie qu'il faut éviter à n'importe quel prix. Mais on peut se refaire la vie. La vie n'est jamais finie tant qu'on a encore la vie. On peut se refaire la vie, mais on a besoin de quelqu'un qui nous aide. Et les pays hôtes comme le Canada, la France, ils ont su donner une chance à nos autres réfugiés de refaire notre vie. Et ça, c'est très important parce que dans la vie, le plus important, c'est de quelqu'un te tend la main. Et t'aide justement à remonter la pente. Et c'est ça qu'il faut garder dans la tête. Et il y a l'autre chose que j'aimerais dire, c'est qu'en fait, c'est que les réfugiés, il y en a de toutes les époques, de tous les pays aussi. C'est que actuellement, il y a d'autres réfugiés qui ont moins de chances que nous autres, parce que nous, les réfugiés du sud-est asiatique, on était super chanceux. On était bien accueillis, mais on a su aussi bien s'intégrer. On a contribué beaucoup à la richesse et à l'économie du pays hôte. Nous autres, asiatiques, on a beaucoup contribué à la richesse du Canada. On était devenus prospères. Nos enfants ont beaucoup contribué. Ils sont des fiers Canadiens. Et j'en suis fier aussi de nous autres. Donc, ils ont bien... en fait, le programme d'accueil des gouvernements comme le Canada, la France, les États-Unis, ça a été une grande aide pour les réfugiés. Et ça, il faut vraiment le dire haut et fort pour que les futures générations s'en souviennent. Et surtout, il faut qu'ils se souviennent que, en fait, ça pourrait arriver encore, mais il faut toujours garder l'espoir. Et que, en fait, l'aide des autres est importante. Quand il y a d'autres personnes qui sont prêtes à t'aider, à refaire la vie, c'est ça qui est le plus important, en fait. Ouais. Donc, la vie peut se refaire. On peut tout perdre, mais on peut aussi refaire notre vie, comme mes parents l'ont fait, comme vos parents l'ont fait. Donc, c'est important. Ouais. C'est important de souligner ça. Puis, c'est ça. Il faut toujours garder l'espoir que les êtres humains sont foncièrement bons
puis il y a toujours quelqu'un qui t'aide quand tu as besoin. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre de vos expériences en tant que la nouvelle génération canadienne? Je pense que mon expérience, ça devrait ressembler à pas mal d'autres expériences d'autres personnes, mais c'est la persévérance, le courage, c'est de ne pas s'oublier d'où on vient, qui on est, et puis de toujours garder l'espoir. C'est ça. Moi, j'estime que j'ai pas mal réussi ma vie. J'essaie d'inculquer la même chose à mes enfants, qui est la future génération. De mon expérience, c'est ça, c'est qu'il faut toujours garder l'espoir, et que le courage, la persévérance, ça aide, comment dire, ça finit toujours par apporter un peu de réconfort. Ouais. Ça c'est le plus important, je pense. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose que vous aimeriez souligner avant qu'on conclue? J'aimerais souligner surtout l'apport du pays hôte, justement. C'est que j'ai beaucoup, en regardant en arrière, c'est que les pays qui ont accueilli les réfugiés ont beaucoup, même si l'intégration au pays même n'a pas été parfaite, parce que des fois, il y a certains cas où les gens étaient laissés à eux-mêmes une fois arrivés, mais c'est aussi à chacun de se débrouiller. Mais l'aide des pays hôtes comme le Canada, la France, les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Suisse, etc. Et j'en oublie certainement, ont beaucoup aidé nous autres, les réfugiés est-asiatiques, à nous refaire la vie. Et puis, la preuve, c'est que 40 ans plus tard, justement, c'est certainement l'une des raisons de votre étude, c'est de voir que ces aides-là ont vraiment porté fruit. À savoir que la plupart d'entre nous ont refait notre vie. Les familles ont refait leur vie, et bien fait même. Donc, parce que quand je regarde autour de moi, je vois beaucoup de réussites, très peu d'échecs. Donc ça valait vraiment la peine de nous aider. Voilà. Donc j'aimerais juste, au nom de tous, si ce n'est pas trop dire, remercier ces pays-là qui nous ont bien accueillis. Voilà, donc c'est tout. J'aimerais vous remercier beaucoup d'avoir partagé vos histoires et vos expériences. C'est vraiment très courageux de votre part.